Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous en ce jeudi 26 mars? Nous ne sommes qu'à 2 jours du week-end, donc j'espère que vous êtes toutes et tous contents de bientôt arriver en fin de semaine. Mais avant justement de conclure cette semaine, vous allez avoir un live métier présenté par MyFuture et présenté par moi-même, David. Très enchanté de faire votre connaissance pour les tout nouveaux justement dans les live métiers et comme je vous l'ai dit, présenté par MyFuture. Est-ce qu'il y en a certains ou certaines d'entre vous qui connaissent MyFuture? N'hésitez pas à utiliser le chat pour me répondre. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas MyFuture, petite présentation avant qu'on arrive vraiment au live métier. MyFuture, c'est une plateforme que vous pouvez retrouver bien évidemment sur Internet. Vous avez juste à taper MyFuture et vous allez très très vite tomber dessus, qui va vous servir à deux choses. Allez, je vais vous résumer ça en deux grandes parties. La première des choses, c'est arriver sur ce que nous, on appelle un job board. Peut-être que vous entendez job board, vous ne savez pas trop de quoi il s'agit. En fait, c'est une page internet dans laquelle vont être référencées plein d'offres de stage. Vous êtes peut-être en troisième, vous êtes peut-être en seconde, vous êtes peut-être après justement le collège, vous êtes au lycée. Vous avez quand même à chercher des offres de stage. Vous allez avoir à en chercher pour vos futures années. Sachez que sur MyFuture, vous allez pouvoir en trouver plusieurs. Donc, n'hésitez pas à regarder en fonction de votre localisation, en fonction du type de stage dans lequel vous voulez aller. Il y a plein de choses que vous pourrez retrouver sur MyFuture. C'était la première partie. Deuxième partie que vous pouvez retrouver sur MyFuture, c'est une grosse partie de vidéos, notamment celle que vous êtes en train de regarder aujourd'hui de live métier, mais également de replay de live métier. Donc là, vous allez découvrir un métier. Je vais vous présenter tout à l'heure. Et en tout cas, je vais faire venir Camille qui va présenter son métier de développeuse web. Mais si vous êtes intéressé par un autre métier que vous dites mince, j'ai raté le live, vous pouvez également le voir en replay et tous les replays sont disponibles sur MyFuture. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à notre plateforme. Un live métier, comment est-ce que ça se passe? Justement, je vais faire bientôt arriver Camille qui va nous parler de son métier, développeuse web, un métier que peut-être certaines d'entre vous connaissent, peut-être d'autres un petit peu moins, mais là, on va en parler vraiment en détail pendant à peu près 40-45 minutes. Et donc, ça va être disponible en 5 parties. Première partie avec la présentation de 6 images qui vont résumer un peu le métier de Camille. Après, on arrivera sur ce qu'on appelle un cas concret. Un cas concret, c'est un exemple précis d'une mission que va avoir à faire Camille, justement. Quels vont être un petit peu les problèmes qui vont se dresser face à cette mission-ci et quelles vont être les solutions. C'est ce qu'on va aborder tout à l'heure. Ensuite, il y a le parcours. Ça, c'est une partie que vous aimez bien généralement, le parcours du ou de la professionnelle. Vous allez pouvoir regarder un petit peu ses matières préférées, par quoi elle est passée justement après le collège, qu'est-ce qu'elle a fait après le baccalauréat. Ça va être dans la troisième partie, parcours. Avant-dernière partie, ce sont les plus et les moins du métier de Camille. Il y a beaucoup de choses qu'on aime dans notre métier et il y a toujours des fois des petites choses un peu plus embêtantes. Et on va les aborder aujourd'hui dans ce live métier. Et la dernière partie, ce sera soit un cliché, soit une anecdote. Je ne vous spoil pas. Je vous laisse jusqu'à la fin du live pour que vous sachiez justement si c'est un cliché ou une anecdote de la part de Camille. Je termine là-dessus en vous disant que vous êtes acteurs principaux de ces lives aussi. Vous pouvez poser vos questions justement dans le chat. Il y a Maëlys également qui est présente pour grandement nous aider à reformuler certaines choses. Si vous avez besoin de prendre des notes, n'hésitez pas à lire ce qui se passe dans le chat. Et comme le disent vos professeurs depuis que vous êtes tout petit, il n'y a pas de questions bêtes. On va découvrir un métier tous ensemble aujourd'hui. Donc vraiment, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, on est là, Maëlys, moi et Camille qui va bientôt arriver pour vous présenter tout ça. Il ne me reste plus qu'à vous dire un petit coucou à certains collèges établissements, collège Paul-Éluard, collège Félix Gaffio, le lycée Le Garot, ou Le Garros, encore une fois, je ne sais pas si on prononce le S, dites-le moi dans le chat, le lycée Jules Michelet et l'établissement Robert Doisneau. Plein d'autres établissements sont présents, je vous dis aussi coucou à toutes et tous, et sans plus tarder, on va pouvoir accueillir Camille. Bonjour Camille, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien et toi? Eh bien, écoute, très bien. Ravi de t'accueillir pour que tu nous racontes un petit peu plus ton métier en détail. Et justement, avant d'arriver sur cette première partie où on va aborder ça à travers 6 petites photos, est-ce que tu peux nous résumer assez rapidement déjà dans quel cadre tu travailles et quel est un petit peu justement l'objectif de ce métier de développeuse web? Développeuse. Ok, alors moi je suis embauchée comme développeuse web par une entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise dans laquelle je travaille va créer des sites internet ou des logiciels pour ensuite les vendre à des clients. Et moi, je suis en charge avec une équipe entière de développeurs et développeuses de créer ces sites et ces logiciels et de les rendre accessibles au public sur Internet. Ok, très bien. Jusqu'à présent, j'arrive à suivre. J'espère que vous aussi, vous arrivez à suivre. Pour l'instant, c'est très bien résumé. Merci beaucoup, Camille. Et on peut passer justement aux 6 photos pour y voir un petit peu plus clair, pour être un petit peu précis là-dedans.
Et donc, bien évidemment, les 3 lignes du dessus et les 3 lignes d'en dessous sont un petit peu différentes. Tout d'abord, on voit sur les 3 lignes du dessus un petit peu de code, si je dis pas de bêtises, et Oui, c'est des ça. ordinateurs. Est-ce que tu peux nous expliquer justement un petit peu tout ça? Voilà, donc la première image que j'ai choisie, c'est une image qui montre des lignes de code, puisque en fait, c'est ça que moi je lis toute la journée. J'écris des lignes de code et après ce code, une fois qu'il est terminé et j'ai testé que ça marche bien, il est envoyé sur le site internet et il est traduit par des petits logiciels internes pour rendre tout ça en fait lisible par des yeux humains qui ne savent pas lire du code. La deuxième image que j'ai choisie, alors ça paraît un peu brouillon comme ça, mais ça l'est en fait, c'est des maquettes. Moi, mon équipe qui fait du développement, elle travaille avec une équipe qui fait du design graphique. Ok, Et donc ces gens-là vont dessiner en fait toutes les pages du site à l'avance et décider comment vont être faits les liens, où est-ce qu'on met chaque élément, comment on crée la navigation à travers le site. Ils nous envoient en fait tout ça, donc ça s'appelle des maquettes. Et moi, je pars de cette maquette pour ensuite écrire mon code et faire une page qui ressemble à ce qui a été dessiné, designé par les designers. Et ok. puis la troisième image que j'ai choisie, du coup, c'est un ordinateur avec un site. C'est le produit fini, c'est le but en fait de mon travail. C'est qu'une fois que mon travail est fait, mon code est écrit et que la maquette est satisfaisante, eh ben, on met ça sur Internet et c'est accessible par tout le monde via l'ordinateur. Très bien, très, très bien. Au niveau pour revenir un petit peu sur la deuxième image, au niveau de la maquette, donc c'est le cadre un petit peu qui t'est fixé par rapport à la structure dans laquelle tu travailles. Et toi après, en fait, tu es obligé de mettre un code qui doit respecter finalement cette maquette. Donc en fait, c'est un peu comme un «cadre» quoi, entre guillemets, cette maquette. C'est ça, c'est comme si c'était comme une recette de cuisine, par exemple, où on dit il faut mettre les œufs, puis la farine et puis le sucre. Bah moi, on me dit il faut mettre la barre de navigation ici, ici il faut mettre cet élément, ici il faut mettre cet élément, et à la fin ça fait le gâteau, et moi ça fait le site internet. Très bien, très bien. Tu es un peu une pâtissière, d'un autre Un pays, du peu. numérique. Donc, de ce que je comprends là, déjà, tu travailles beaucoup de ton temps sur l'ordinateur. 100% de mon temps. Sans 100. ordinateur, je OK. ne peux pas travailler. C'est mon OK, outil de travail principal et unique. Sans ça, c'est OK. pas possible de coder tout simplement. Très bien. Et tu as un ordinateur, de bureau ou tu as un ordinateur perso pour travailler? Mon travail me fournit un ordinateur portable. OK. Ah, c'est sur un ordinateur portable, OK. C'est Voilà, plus c'est ça. Et après, bah, quand j'arrive à mon bureau, je le branche et il y a 2 autres écrans qui me permettent d'avoir OK. une vision plus large, parce que c'est vrai que j'ai souvent beaucoup de pages ou de logiciels ouverts en même temps. Donc j'ai Ouais. besoin d'avoir beaucoup d'espace pour travailler, de l'espace numérique en fait. Donc je peux avoir jusqu'à 3 écrans quand je travaille et ça rend mon travail très confortable. Très bien. Et au niveau justement, je me demandais si un ordinateur portable avait la charge suffisante à l'inverse, enfin, comparé à une cellule, par exemple, d'ordinateur pour gérer ou traiter des codes comme toi tu le fais. Mais oui, Par puisque rapport à, par exemple, un à une ordinateur tour. fixe, une tour. Ouais, exactement, ouais. Ben, alors là, on va rentrer un petit peu plus dans le technique, mais en fait, tout va dépendre de la RAM de ton ordinateur et de la carte Ouais. graphique. Donc ça, c'est des termes un peu plus geek, on va dire. Je vais pas me lancer là-dedans, sauf si, sauf si vous le voulez. Mais selon la mémoire de ton ordinateur, on va dire, et selon la capacité qu'il a à lire Mmh. et prendre en charge les informations, ça va marcher. Moi, pour repère, s'il y en a qui sont un peu geeks parmi les gens qui écoutent, j'ai 64 gigas de RAM sur mon ordinateur portable, donc c'est énorme. Mais il faut ça pour que ça puisse bien fonctionner sans Mmh. que ça soit ralenti. Et donc, c'est pas parce qu'un ordinateur est gros qu'il va être plus puissant. OK. C'est ce qu'il y a dedans, en fait, au cœur de l'ordinateur qui va permettre d'avoir de la puissance. OK, OK, c'est très clair pour ces 3 images du haut, en tout cas, merci beaucoup. Et pour les 3 images du bas, je vois une sorte de bug oups, auquel nous-mêmes, on est un peu plus habitués, le fameux Voilà. 404 qu'on connaît. Je vois du Rubik's cube. Voilà, dis-nous tout par rapport à ça. Bah, la ligne du bas, c'est plutôt un peu qu'est-ce qu'une journée type dans mon travail. Donc, bah, moi, je crée des fonctionnalités, mais parfois, je pense que ça fonctionne. Et puis, en fait, oups, 404, ça ne fonctionne pas. Et on se retrouve avec une page qui marche pas. Bah, ça, c'est quand ça arrive, on nous le dit. Et de Mmh. là, on va faire bah, un bug. On va faire une tâche de bug pour pouvoir corriger ce bug et le publier à nouveau sur le site et rendre la page fonctionnelle.
Ok. J'ai aussi mis une réunion parce qu'en fait, ce que j'ai dit tout à l'heure, quand je dis que 100% de mon temps de travail est sur ordinateur, c'est pas vrai. J'ai quelques réunions quand même dans ma semaine. C'est un métier où c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de réunions sur des sujets techniques. Donc, avec les développeurs et les développeuses, on va réfléchir à se dire vraiment quelle est la meilleure solution technique pour aborder ce problème ou pour corriger ce problème. Et ça, c'est très intéressant. Et puis, c'est un endroit où il y a vraiment beaucoup d'échanges d'idées, donc ça permet d'apprendre des choses et de sortir un peu de l'ordinateur et de parler à des humains. Clairement, clairement, ouais. Voilà. Et la troisième image que j'ai choisie, donc c'est un Rubik's Cube, c'était pour montrer le fait qu'il y a beaucoup de réflexions en fait qui rentrent en jeu. Il y a beaucoup de casse-tête. Il faut essayer de corriger les bugs. Il faut essayer de faire quelque chose qui soit optimisé, c'est-à-dire par exemple, on va essayer de faire un site qui soit le plus léger possible, parce que Mhm. même si c'est pas concret, même si c'est pas palpable, les sites ils ont un poids va se calculer en gigas, par exemple gigaoctets, choses comme ça. Et on va essayer de faire des sites qui soient légers pour qu'ils soient plus rapides, plus faciles à publier, Mhm. plus accessibles par plein de gens. Très bien, très bien. Et au niveau justement du bug 404, moi ce que je me demandais, c'est est-ce que il survient dès le début, par exemple si tu as finalisé tout ce qui est la maquette, que tu as tout rempli, est-ce que le bug est forcément obligatoirement présent dès le départ ou est-ce qu'il peut advenir ou subvenir à un moment donné, mais plus tard en fait? Bah, en fait, s'il y a une erreur qui apparaît dès le départ, c'est pas ce qu'on va appeler un bug, c'est parce qu'on est en train de faire la fonctionnalité. Et là, on Ok. peut rencontrer des problèmes. C'est ce qui se passe toute la journée. En fait, moi, je passe ma journée à essayer de me battre contre l'ordinateur pour que ça marche. Ce qu'on va qualifier de bug, c'est une fois qu'on a terminé la fonctionnalité et qu'on l'a mise en ligne sur Internet. Là, on voit qu'il y a un problème. Parfois, on le voit tout de suite, parfois, on le voit plus tard. Et très souvent, en fait, ce qui arrive, c'est ce qu'on appelle des bugs de régression. Donc, c'est-à-dire qu'on a créé une fonctionnalité A et puis ensuite on crée une fonctionnalité B qui sont un peu liées. Et le fait d'avoir fait des modifications dans la fonctionnalité B a des Mhm. impacts sur la fonctionnalité A. Et là, ça fait apparaître un bug du coup de régression puisque à un temps donné, ça marchait Ouais. et puis une semaine après, ça marche plus. Donc, il y a une régression sur la fonctionnalité. Ah oui, ouais, ouais. Et ça arrive à peu près, ça arrive souvent ou? Très souvent, bah, surtout moi, je travaille dans une entreprise qui fait des projets à grosse échelle, qui fait Ok. beaucoup de projets. Et donc parfois, il y a des dépendances en fait entre les projets qu'on ne voit pas tout de suite ou dont on n'est même pas forcément au courant parce que pareil, ben, ça existe depuis 20 ans. Donc il y a eu énormément de Ouais. personnes qui ont travaillé dessus. Moi, je suis là depuis 2 ans. Et donc on ne peut pas connaître toute la base de code par cœur. Et de Mm. toute façon, les bugs, ça fait partie du métier de développeuse. C'est quelque chose qui arrive et c'est pas grave. L'important, c'est de savoir les régler. Et ça nous permet aussi d'apprendre des choses. Ok. Et c'est par exemple un bug de cette ampleur, ça devient tout de suite la priorité du travail quand ça arrive. Ça dépend. On classe les bugs pardon, entre majeurs et mineurs. Quand c'est Ok. majeur, ça veut dire que ça peut être très bloquant pour le site. Le site n'est plus accessible, certaines fonctionnalités ne sont plus accessibles ou ne marchent plus. Donc là, c'est majeur, on va mettre toute notre priorité dessus. Si c'est mineur, par exemple, ce bouton n'a pas la bonne couleur, il est bleu au Mm. lieu d'être vert, mais ça Mm. fonctionne, et ben on le fait quand on a le temps. En fait, les réunions qu'on fait, elles servent aussi beaucoup à classer les tâches par ordre de priorité. Et c'est aussi pendant ces réunions qu'on va estimer le temps que ça va prendre pour faire la fonctionnalité ou le bug. Et du coup, après, il y a un autre métier qui s'appelle chef de projet. Donc, il y a une personne qui est en charge de mon projet et de faire avancer le projet et de nous distribuer les tâches. Donc, du coup, la chef de projet va savoir combien de temps toutes les tâches qu'elle a prévues vont faire et ça va lui permettre de Mm. prioriser les tâches, tout simplement. Très bien, très bien. Bah, écoute, c'est très très clair pour l'instant. Merci pour cette première partie. On peut passer à la deuxième qui est justement le cas concret. Est-ce que tu peux justement nous expliquer quelle est la mission que tu vas nous présenter et Oui. quels problèmes justement se sont dressés sur cette mission et comment tu as solutionné cette mission et ces problématiques? Et ben voilà, c'est un petit peu ce que j'expliquais juste avant. Ma mission dans mon travail, c'est de créer un site internet qui fonctionne, qui soit accessible sur le web par tout le monde, Ouais. par ordinateur ou par téléphone, par smartphone, voilà. Donc pour ça, je reçois les maquettes, je reçois les informations de la chef de projet, je développe, je code ma partie et puis je l'envoie en fait en ligne.
Et de là, on peut se rendre compte qu'il y a un bug dans le code. Et donc là, Mm. ma chef de projet, qui est aussi en charge de tester le code, va me dire, bah ça marche pas comme il faut. Ici, le bouton n'est pas de la bonne couleur. Ici, quand on clique, on doit arriver sur cette page et en fait, on n'est pas redirigé sur cette page. Donc, elle me fait une liste de bugs. Elle me les Ok. renvoie et moi, je les Ok. corrige et je lui renvoie une fois que c'est fonctionnel. Il y a cet aller-retour jusqu'à ce qu'elle ait validé que toutes les fonctionnalités soient correctes et fonctionnent. Et de là, on passe à la partie mettre le site en ligne, qui est aussi une grosse partie puisque c'est compliqué. Alors moi, je fais un peu de ça, mais il y a un métier qui est en train de se créer en fait qui s'appelle DevOps, qui est dédié Mm. à ça puisque c'est de plus en plus complexe en fait de mettre les sites en ligne et les développeurs ont de moins en moins de temps pour le faire. Mais voilà, donc il va falloir publier le site sur Internet, puisque avant qu'il soit publié, moi, il est sur mon ordinateur, ce qu'on appelle en local. Donc moi, j'y ai accès depuis mon ordinateur, mais il y a que moi qui ai accès. Ok. Voilà. Et quelle solution? Bah, par exemple, quand on se rend compte qu'il y a un bug qui est très complexe ou qu'on n'arrive pas à mettre le site en ligne, on fait une réunion avec mes collègues et on essaie de trouver la meilleure solution technique, de comprendre aussi comment ce bug est arrivé et comment ne pas le reproduire dans le futur. Ok, donc si je comprends bien, il y a aussi toute une partie où, comme tu disais, les fonctionnalités que tu vas faire pour justement créer et développer une nouveauté sur un site, elles vont d'abord être, comment dirais-je, elles sont pas officielles, elles sont pas directement sur le site, elles sont en local, comme tu le disais, et vous faites des tests par rapport à ça. Et après, il y a ce métier justement que expliquait DevOps, qui est de plus en Mm. plus présent, qui lui se charge vraiment de passer du stade, c'est peut-être pas le stade brouillon, mais du stade où il est encore sur le côté, entre guillemets, à publier en fait. C'est ça. En fait, nous, on publie sur ce qu'on appelle des environnements. Donc, on peut voir ça un petit peu comme une réalité parallèle. Il y Ok, a la réalité dans laquelle on vit, dans laquelle le site est sur Internet. Et nous, on crée d'autres réalités parallèles auxquelles les utilisateurs n'ont pas accès, mais qui nous permettent de mettre quand même le site en ligne accessible que pour certaines personnes. Ça permet du coup, par exemple, à la chef de projet de faire les tests, de nous montrer les problèmes si on les comprend pas quand elle nous les explique. Et ensuite, une fois que c'est validé, là, on le met sur la réalité dans laquelle on vit tous. Et du coup, le site, on appelle ça être en production. Donc, il est produit, il est disponible pour les utilisateurs. ok, ok. Bah, écoute, c'est très clair. Et j'avais une petite question parce qu'au début, tu en as un petit peu parlé, tu as dit ordinateur et aussi téléphone. Est-ce que aujourd'hui, vous êtes, quand vous opérez justement sur le développement, encore une fois, vous êtes dans une visualisation où vous commencez par ce qui peut se produire sur l'ordinateur ou ce qui peut se produire sur le téléphone? Vu qu'aujourd'hui, peut-être on peut se dire la consommation, elle est essentiellement de plus en plus sur téléphone que sur ordinateur. Ouais, ben ça va dépendre du type de produit qu'on va vendre. Ok, Bah, par exemple, moi, le logiciel sur lequel je travaille, il est principalement pour une visée d'ordinateur. Les ok, utilisateurs vont être sur ordinateur, on le sait. Donc, on crée des sites qui sont sur ordinateur, enfin, qui sont lisibles, accessibles sur ordinateur. Euh, Après, rendre un site accessible sur ordinateur, je recommence ma phrase. Un site qui est accessible sur ordinateur, le rendre accessible sur téléphone, c'est un peu plus de travail. Et là, ça va être vraiment du travail de designer ok. pour faire en sorte que cette page qui est sur cet écran-là puisse devenir lisible sur cet Ouais. écran-là. Et là, c'est un peu de boulot, d'adaptation tout simplement. Voilà. Donc en fait, le choix, il est selon la visée du public qu'on veut avoir. Et Ok. après, pour les applications smartphone, ça c'est d'autres langages, c'est un Oh, autre, je vais pas dire un autre métier, mais moi je développe des sites internet, mais j'ai aussi par le passé développé une application smartphone. Et là, on travaille sur le téléphone et c'est complètement un autre environnement de travail, on va dire. et ok, super, merci beaucoup pour avoir répondu à cette question. Et pour, est-ce que ça va peut-être un peu rejoindre aussi ce que je disais tout à l'heure par rapport à la tour et l'ordinateur portable? Est-ce que aussi il y a des solutions que vous faites sur ordinateur qui sont pas possibles de dupliquer sur téléphone parce qu'il y a peut-être moins, encore une fois, de puissance, mais peut-être que tu vas me dire, bah, ça dépend de la puissance du téléphone. Tout ce qui est accessible sur Internet l'est depuis un ordinateur ou depuis un téléphone. Ok, Là-dessus, il n'y a pas de problème. Le seul problème qu'on peut rencontrer, c'est est-ce que depuis mon téléphone, j'arrive sur un site qui a été pensé pour un téléphone?
C'est ce qu'on va appeler en fait être responsive. Ça veut dire que le site, il s'adapte à un écran de cette taille-là et il s'adapte à un écran de cette taille-là. Tous les sites ne sont pas adaptés. Par exemple, moi, ceux que je fais, ils sont pas adaptés parce que c'est pas le but que les gens aillent dessus avec leur téléphone. Mais là-dessus, la puissance de l'outil, elle est pas, ça rentre pas en jeu parce que pour accéder à Internet, ça va être, par exemple, une bonne connexion. Et donc là, c'est est-ce que tu as une bonne connexion? Mais c'est encore autre chose. Il y a beaucoup de parties. De paramètres. Internet, c'est un monde large. Très bien, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup pour la présentation de ce cas concret. On peut sans transition passer à ton parcours. Et là, n'hésitez pas encore une fois à poser des questions si vous en avez à Camille. Et avant que tu commences par ton parcours et ce que tu as fait après la troisième, est-ce que dès le départ, dès ton enfance, dès ta jeunesse, tu avais l'idée un petit peu de travailler dans ce milieu, dans ce secteur ou pas du tout? Bah, pas du tout. En fait, moi, j'ai un parcours qu'on appelle atypique. Même moi, j'ai été très surprise de finir dans ce métier. C'était pas du tout ce à quoi je me destinais étant petite. Moi, j'ai toujours été quelqu'un d'assez rêveuse, un peu artistique. J'aimais beaucoup les matières littéraires. J'ai jamais trop aimé ni été bonne dans les matières scientifiques. Je fais de la dyscalculie, donc j'arrive pas à compter. Enfin, c'est c'est compliqué. Voilà, donc moi j'aimais beaucoup beaucoup le français, l'art plastique, l'histoire. J'ai fait une option théâtre à l'école. J'étais très mauvaise dans les matières scientifiques, même quand je donnais tout pour y arriver, juste ça, dans mon cerveau ça percutait pas. Ça n'allait pas. Et donc étant très attirée par les matières littéraires, j'ai fait un bac littéraire et ensuite j'ai fait une licence d'anglais. Donc le fait de très bien parler anglais, ça m'aide énormément dans le travail que je fais actuellement, parce que l'anglais, c'est aussi le langage universel du code. Et donc, les langages, en fait, qui existent sont créés en anglais. Les fonctions, ce sont des mots, en fait, anglais. Donc, le fait de bien parler anglais, c'est un plus pour moi par rapport à d'autres personnes qui ont fait des études scientifiques mais parlent pas très bien anglais, parce que j'arrive à comprendre ce que fait la fonction, parce que je comprends le mot, en fait. Voilà. Et Et donc, par pardon. rapport à ça, si, par exemple, on a un élève et que jusqu'à la troisième, on n'est pas excellent en anglais, est-ce qu'on peut quand même rattraper un petit peu ce niveau après? Bien sûr, bien sûr. Moi, je suis devenue bonne en anglais à partir du lycée parce que je me suis mise en fait à traduire des chansons que j'aimais bien et à regarder des séries avec des sous-titres, des films que j'aimais bien, à les regarder en sous-titré anglais pour essayer de comprendre. Voilà, j'ai appris l'anglais en m'amusant en fait, et je pense que c'est comme ça que ça rentre le mieux de toute façon. Donc voilà, enfin les langues, ça s'apprend en pratiquant de toute façon, il n'y a pas de secret. Donc si vous voulez vous améliorer sur une langue, quelle qu'elle soit, je vous conseille de trouver les paroles des chansons que vous aimez bien et traduisez-les en français, et voilà, ça vous apprendra des Exactement, mots. exactement. Très bon conseil. Voilà, et donc moi j'ai fait une licence de langue en anglais OK. qui destine plutôt en général à devenir prof ou devenir traductrice ou devenir chercheuse. Mais moi, ces métiers-là, ils me faisaient peur ou ça me plaisait pas forcément, ou alors c'était très compliqué. Donc j'ai pris une année sabbatique, donc c'est-à-dire une année en fait où on fait une pause Mmh. dans ses études, et moi j'en ai profité pour réfléchir un petit peu à qu'est-ce que je peux faire ensuite. Euh, j'ai un parcours un peu décousu. J'en suis bien contente parce que ça m'a emmenée là où je suis aujourd'hui, mais du coup, c'est pas forcément. Enfin, je vais vous le présenter, mais je peux pas forcément vous recommander de le suivre pour devenir développeur. En tout cas, moi, pendant cette année sabbatique, je suis partie en Angleterre pour travailler un petit peu. J'ai pas trop aimé en fait vivre à l'étranger. J'aime bien vivre en France. C'est mon pays, c'est ma culture. Je m'y sens plus confortable. Donc, je suis rentrée. J'ai travaillé en tant que commerciale dans une entreprise qui vendait une application. Et c'est là OK. que j'ai découvert le monde du développement. Et vu que ça m'intéressait, j'ai cherché des formations de développeuse, et j'ai trouvé une formation de 6 mois pour apprendre vraiment les bases du code. C'était vraiment toutes les bases, le B à bas. Et donc pendant cette formation, ça m'a passionnée. Donc je me suis dit que c'était super. J'avais vraiment envie de continuer dans ce métier. J'ai rencontré des personnes avec qui je me suis mise en freelance après. Donc, on a créé une équipe en fait de développeurs. On était 3. On a travaillé en freelance pendant 2 ans. Et après ça, à un moment, on s'est séparés. Et puis là, j'ai trouvé un CDI dans une entreprise en tant que développeuse.
Et voilà. Et en fait, depuis, je travaille dans des entreprises avec des contrats classiques de CDI ou CDD dans des entreprises. Donc moi, j'ai ce parcours parce que j'ai mis très longtemps à savoir ce que je voulais faire. Pour être honnête avec vous, je connais très peu de gens qui font le métier pour lequel ils ont étudié. Je connais beaucoup de gens qui se sont réorientés et je pense que c'est très intéressant de se réorienter. Cela dit, si le code vous intéresse et que vous avez envie de vous lancer là-dedans tout de suite, le parcours plus classique, ça va être soit de faire un baccalauréat technique informatique, Ok. soit de faire un baccalauréat général et puis une école d'ingénieur ou alors un DU. Un euh, DUT? un DU, non, c'est juste DU, Ah, c'est c'est juste DU, ok. qu'est-ce que ça veut dire DU? Je sais plus. Un DU, c'est un diplôme universitaire, voilà. Un diplôme universitaire en développement. Et comme ça, après, ça vous ouvre en fait tout de suite les portes du développement avec une formation qui est un peu plus solide que celle que moi j'ai. Ok, ok, mais c'est ça qui est super intéressant aussi avec ton parcours atypique, comme tu le disais. Mais c'est que de base, on pourrait se dire pour être développeuse web, il faut faire 5 ans d'école d'ingénieur Ouais. absolument, être un maître de Python et de tous les logiciels pour développer, etc., du code et tout ça. Et là, formation de 6 mois, et puis après, tu es parti un petit peu, peut-être, je vais pas dire autodidacte, mais tu es parti avec justement 2 collègues, c'est ça que tu Oui, disais. c'est Et ça. t'as appris aussi directement dans le tas aussi comment ça Oui, se passait. j'ai appris en faisant en fait et pendant mes années de freelance, j'ai pas beaucoup gagné d'argent, mais je vois ça comme des années de formation où Ouais, j'ai pu, améliorer tout ce que je savais, améliorer ma pratique et ensuite quand j'ai cherché un travail, plus sécurisé, plus stable comme un CDI et ben ça a joué en ma faveur. ouais. Hem Et après, moi, mon parcours, il a fonctionné parce que je suis tombée au bon moment. C'était juste avant le Covid. À cette époque-là, trouver un travail en tant que développeur, c'était très facile. Entre-temps, il y a eu le Covid et une crise économique, voilà, que vous Mm. savez. Et du coup, aujourd'hui, le parcours que j'ai, je ne sais pas s'il fonctionnerait encore juste parce qu'il y a moins de place pour les développeurs, les jeunes développeurs qui arrivent sur le Ok. marché du travail. Euh, mais c'est intéressant aussi des parcours de réorientation parce que je vois que j'ai des compétences différentes de celles de mes collègues. Donc, Mm. en fait, dans le monde du développement, on partage les compétences en deux catégories. Il y a ce qu'on appelle les hard skills. Skills, Mm. ça veut dire compétences en anglais, donc les compétences brutes qui vont être toute la compétence technique. Je Exactement. sais coder dans ce langage-là, je sais faire ci, je sais faire ça. Donc ça, c'est des choses dans lesquelles moi j'ai plus de lacunes. Mais par contre, à côté, il y a les compétences donc les soft skills, donc les compétences plus douces, on va dire, qui vont être des compétences plus humaines, plus basées sur le caractère. Donc j'ai une très bonne logique, je suis très curieuse, je suis capable de me réorienter, de m'adapter, d'être Mm. flexible. Et ça, c'est des choses qui jouent en ma faveur par rapport à certains de mes collègues qui ont un parcours plus très classique. Mais du coup, qui ont moins ce côté très flexible et la capacité à s'adapter à de la nouveauté. Tout à fait, tout à fait. Bah, tu fais très très bien de le mentionner. Et tu disais tout à l'heure que justement il y avait peut-être eu un petit peu de changement par rapport au recrutement, la manière de recruter après ce qui s'est passé après le Ouais. Covid. Une autre chose qui est en train d'arriver, qui est déjà présente et qui peut peut-être avoir une influence sur ce métier, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce que tu en as déjà vu un peu les conséquences? Est-ce qu'il y en aura dans le futur? Est-ce que ça aura un impact? Actuellement, l'intelligence artificielle comment dire, ne met pas mon métier en danger pour le moment, puisque on se rend compte qu'on voit très vite des limites quand on pose des questions compliquées à l'intelligence artificielle. Déjà, quand on pose des questions simples, on a souvent des réponses fausses. Et alors, des questions compliquées, c'est encore, on en est encore plus loin. Cela dit, dans le futur, c'est possible que ça devienne un danger, puisque ça va s'améliorer. Mais actuellement, en fait, justement, nous, on est invités à travailler avec, C'est donc ça, à ouais. l'utiliser comme un assistant. Cela dit, l'intelligence artificielle, moi, c'est un sujet contre lequel en ce moment, je fais beaucoup de prévention autour de moi Mm. parce que c'est super, tout le monde y a accès, on peut poser toutes les questions qu'on veut, ça a l'air drôle, sauf que on responsabilise pas du tout les gens sur son utilisation. L'intelligence artificielle est très, très, très gourmande en eau potable, par exemple. Mm. Et donc, Clairement. avec l'utilisation qu'on en a aujourd'hui, on consomme plus d'eau potable que la planète est capable d'en produire. Ça veut dire qu'on va rentrer dans une période de pénurie en ressources vitales. Et donc, il est très important
de ne pas utiliser l'intelligence artificielle pour tout et rien, Mmh. parce qu'on se rend pas compte, en fait, que parfois on pose une question et là, on vient de gâcher 10 litres d'eau qui a été Exactement. jetée à la poubelle. Ouais, ouais, ouais. En plus de ça, c'est très dangereux pour les données personnelles. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est utilisé pour des mauvaises choses, de la surveillance, de la guerre, etc. Donc, en fait, l'intelligence artificielle fonctionne parce qu'on l'utilise. Si on arrête de l'utiliser, elle arrête de fonctionner. Donc, il faut être Exactement. très attentif à ce qu'on donne comme information et être très conscient que quand on l'utilise, on gâche de l'eau, en fait, tout simplement. Exactement, ouais, je crois que au tout départ, quand c'était sorti, ça gaspille quasiment 10 fois plus qu'une recherche, simple recherche sur Google, Oui. l'IA pour la même recherche, gaspille 10 fois plus d'eau, donc oui, Ouais. oui, il y Et a plein de puis là, questions. là, je parle de deux sujets un peu grands, mais il y a plein d'autres choses en cascade, Ouais. en fait, qui sont mauvaises avec l'intelligence artificielle. Il y a, enfin, tout ce qui est facile pour nous, c'est difficile pour d'autres gens. Et donc, en fait, il y a des pays où ils utilisent des personnes pour dresser l'intelligence artificielle, ces gens-là travaillent dans des conditions terribles. Enfin, Mmh. c'est, c'est une mauvaise chose. Enfin, c'est une bonne chose, on l'utilise mal. Et donc, il faut faire Exactement. très attention à l'utilisation qu'on en a. Et donc, voilà, nous, on est invités à travailler avec. Cela dit, moi, dans mon travail, je fais beaucoup de prévention aussi. J'essaie de trouver des outils alternatifs, des intelligences artificielles qui soient le moins négatives. Mmh. Par exemple, ChatGPT et Gemini, ce sont les pires qu'on Ouais, puisse ouais. trouver actuellement sur la planète. Et si vous utilisez l'intelligence artificielle, je vous conseille grandement d'arrêter à tout prix ChatGPT puisque c'est très dangereux. Et par exemple, il y a la Suisse là qui a sorti une intelligence artificielle qui s'appelle Euria, EURIA, qui est une intelligence qui respecte les données personnelles, qui ne récolte pas et ne partage pas les données Mmh. personnelles et qui utilise la chaleur générée pour chauffer des logements. Donc c'est déjà un peu mieux que ChatGPT qui va être utilisé par l'armée en fait, tout simplement pour faire la Exactement. guerre et trouver des gens. Exactement, exactement. Bah, merci beaucoup pour ces précisions, c'est très important, donc merci merci à toi de les avoir faites et gardez ça bien en tête, vous qui nous écoutez. Après cette partie-là, justement, sur ton parcours et encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions, on peut passer à l'avant-dernière partie, les côtés positifs et un peu plus négatifs de ton métier et j'aime bien toujours dire à l'invité de commencer peut-être par les côtés un petit peu plus négatifs, comme ça on termine sur une bonne note avec les côtés positifs, si ça te va? Bah, moi, honnêtement, j'ai énormément de chance parce que j'adore mon travail. Je suis très contente de faire ça, donc j'ai pas beaucoup de points négatifs, si ce n'est qu'on peut subir de la pression pour travailler plus vite. Mais bon, ça, dans le monde dans lequel on est, où tout doit aller vite, je C'est dirais ça, que c'est quelque chose que tout le monde ressent. c'est ça. C'est le seul point négatif que j'y trouve. À côté de ça, moi, j'ai la chance de me réveiller en étant contente d'aller travailler, donc voilà, c'est le seul point C'est négatif que je dirais. c'est l'un des éléments les plus importants, hein, se Ouais. réveiller et être heureux d'aller au travail. Je suis assez C'est ça. d'accord avec toi Du là-dessus, temps donc qu'on y passe, je suis contente d'aimer ce que je fais. c'est ça, c'est ça et donc après tu nous as dit par contre dans les côtés positifs, très Oui. stimulant intellectuellement. Oui, c'est ça, c'est un métier qui demande beaucoup, beaucoup de réflexion et qui est rempli de nouveautés. En fait, chaque jour a sa part de nouveautés. OK, Donc, intellectuellement, c'est très, très intéressant. Je passe beaucoup de temps à réfléchir, à discuter avec des gens. J'apprends plein de choses. J'apprends toujours, en fait, quand on est développeur, on apprend toujours des nouvelles, on découvre des nouveaux outils, des nouveaux langages, des nouvelles façons de faire les choses. Donc, c'est très intéressant. Et le cadre de travail et les collègues, c'est vrai que moi, j'ai eu 3 expériences professionnelles dans ce métier et à chaque fois, j'ai adoré les gens avec qui je travaillais. En fait, c'est un métier technique, donc les discussions de travail vont être très, distancées, en fait, des émotions, quoi. On parle de mmh, travail technique, de sujets techniques, donc c'est très terre à terre et ce qui fait que ça crée peu de tension, les gens c'est des gens très curieux, c'est des gens très souvent calmes, les profils un peu timides, tout ça. Donc en fait, mmh, bah, ça fait une ambiance de travail qui est très calme et très agréable. Et puis c'est un métier de passion aussi. Tout le monde est passionné par ce qu'on fait, donc ça fait qu'il y a une ambiance de travail qui est très bonne. très bien, très, très bien. Mais c'est bien en plus que tu insistes sur le côté aussi, stimulant et non répétitif parce que de base, moi, je serais peut-être parti de l'a priori de me dire, à partir du moment où on sait coder, finalement, c'est toujours les mêmes lignes de code, c'est toujours répétitif et cetera et le fait, que tu nous dises que non et qu'on est toujours dans un apprentissage quasiment quotidien à travers ce métier, c'est sympa parce que ça fait partie des points positifs dans un métier de pas aussi Ouais. répéter tout le temps les mêmes tâches.
même si bien évidemment ça dépend aussi des personnes. Il y a des personnes qui adorent des tâches qui sont un peu plus répétitives, mais ça fait partie aussi des côtés qui sont sympas quand on voit de nouvelles choses un peu tous les jours, quoi. Oui, non, c'est pas du tout la même chose parce que, par exemple, moi, je dois créer une fonctionnalité, puis une fois qu'elle est faite, je dois créer une nouvelle fonctionnalité, donc c'est pas la même chose. Et puis, si à un moment, je me dis, oh, j'en ai marre, je fais toujours la même chose, j'ai qu'à changer de langage. Et par exemple, dans la boîte dans laquelle je suis, ça fait 3 fois que je change d'équipe, donc j'ai toujours des nouvelles choses à faire. Donc, je reste dans la même entreprise, mais je passe sur c'est une entreprise qui a une vingtaine de projets, donc elle nous fait changer de projet régulièrement aussi pour qu'on reste pareil dans cette flexibilité mentale. Et non, du coup, j'apprends toujours plein de choses, quoi. Et moi, ça fait 6 ans que j'ai commencé à travailler en tant que développeuse. Je me suis jamais ennuyée. Et en fait, vu qu'il y a toujours des nouveaux langages qui se créent, des nouveaux outils, ça fait qu'on a toujours des nouvelles choses à apprendre. Et c'est important d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on va être un bon développeur, c'est qu'on est intéressé par la nouveauté et on se met à jour des nouveautés, des nouveaux langages, des nouveaux outils qui existent. Ouais, c'est top, c'est top, c'est top. Bah, merci Camille pour ça. Et donc, pour celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout, vous allez savoir si on va aborder un cliché ou une anecdote. Qu'est-ce que tu as sous la main, justement, Camille, Et pour nous? je disais ça par rapport à mon parcours. Donc, on dit que c'est un métier scientifique, il faut être bon en maths, il faut être un geek. C'est pas vrai. Moi, je ne suis pas une geek. Je passe pas beaucoup de temps sur mon ordinateur en dehors du travail. Je joue pas à des jeux vidéo. Je suis pas sur. Enfin, voilà, je suis pas une geek. Je suis pas bonne en maths. Je suis pas scientifique. Malgré tout, j'arrive à être une bonne développeuse. Le développement, c'est un métier, c'est un corps de métier très large où il y a plein de types de développement. Moi, le métier que j'ai choisi de développement front, il n'y a pas besoin d'être scientifique. Il faut juste, je pense, être une personne curieuse. Il faut aimer la logique. Il faut aimer la nouveauté. Voilà. Et ça suffit. Et puis, donc, c'est un métier, dans les anecdotes, je dirais, c'est un métier donc, qui est à grande, grande tendance masculine. Il y a beaucoup d'hommes dans ce métier. Moi, je suis entourée d'hommes. Mais par rapport à plein d'autres métiers où il n'y a que des hommes, c'est un métier qui est très ouvert à la parité. Donc, la parité, ça va dire, je recommence, la parité, ça veut dire qu'il y a autant de femmes que d'hommes. Et parfois, dans les métiers où il y a beaucoup d'hommes, les hommes sont très réticents à accueillir des femmes. Là, c'est pas le cas. Au contraire, les gens sont très contents qu'il y ait plus de parité. Et donc, ça fait encore un point positif pour ce métier où c'est très agréable de travailler. Oui, très bien. Donc, n'hésitez vraiment pas, hein, même si vous êtes une fille, d'aller vers ce genre de métier, parce que voilà, la porte n'est pas fermée, même si de base, on peut partir justement sur certains clichés, de se dire, bah non, les mathématiques, l'informatique, le développement, c'est juste pour les garçons. Bah non, Ouais. partez pas là-dessus du tout. On vous ouvre les portes, bien évidemment. Oui, et d'autant plus, vu que c'est un métier aussi qui recherche la parité, il y a des formations qui sont faites justement pour pousser les femmes à aller dans ces métiers. Alors moi, j'étais passée par Pôle emploi pour en trouver parce que j'avais déjà fini mes études, mais vous pouvez trouver peut-être des bourses ou des renseignements pour des formations qui vont essayer d'avoir une parité dans les élèves et de sorte à ce qu'après, il y ait une parité dans le monde du travail, quoi. Exactement, exactement. Et puis Bah, actuellement, merci. c'est aussi... Pardon. Non, non, vas-y, dis-moi. J'allais dire, c'est aussi un métier qui est bien payé et ça, c'est quand même important dans un monde où l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est un métier qui est bien payé, qui permet d'avoir une vie confortable. Et donc moi, je me dis avec le peu, entre guillemets, d'études que j'ai fait pour faire ce métier, j'ai de la chance, du coup, d'avoir un salaire qui me permet d'être très confortable. Bah, très bien, bah, très bien. Bah, voilà. Merci, merci d'avoir un petit peu conclu là-dessus. C'est aussi très, très important, comme tu le dis. Et beaucoup de gens, justement, ont besoin aussi d'avoir cette information sur le salaire qui peut être un des éléments de choix pour Ouais. son futur métier. Et Ouais, dis-moi. j'allais dire qu'en plus, parfois, les métiers qui sont bien payés, ça demande de faire des études qui sont très chères. Et là, C'est c'est pas ça. le cas. Les écoles d'ingénieurs, ça peut être très cher, mais en passant par l'université, on peut avoir des formations qui ne coûtent pas cher, Tout à fait. et donc qui sont accessibles à tout le monde, en fait. Donc, c'est un point en plus, encore un point positif. Exactement, exactement. Il n'y a pas forcément une voie spécifique, comme on vous l'a montré tout à l'heure, pour arriver à ce métier-ci. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner déjà un petit peu sur les différents chemins qui peuvent vous permettre d'arriver à ce type de poste et ce type d'emploi. Vraiment, n'hésitez pas à regarder parce que, encore une fois, il n'y en a pas qu'un seul. Et voilà, en fonction des formations, il y en a où vous allez payer, il y en a où vous allez moins payer. Donc, faites un petit peu attention à ça. Merci beaucoup, Camille, pour cette présentation. Est-ce que tu as un dernier mot justement à dire aux élèves qui nous écoutent?
Eh ben, je dirais que si vous êtes un petit peu intéressé ou pas par l'ordinateur, Internet, tout ça, mais que ce que j'ai présenté vous intéresse, sachez que pour faire mon métier, je dirais il faut être curieux, il faut aimer les exercices de logique et il faut aimer être derrière un ordinateur. Voilà, c'est un peu les qualités importantes pour être développeur ou développeuse. Super, super. Bah, merci beaucoup. Moi, bah, je te remercie vraiment pour cette présentation de ce métier-là. J'en ai appris aussi un petit peu plus sur ce métier-ci. J'avais quelques petites bases à droite à gauche, mais là, c'est bon. Là, je suis bien rentré dedans et j'ai un peu plus d'informations. Donc, j'espère que vous aussi, chez vous, vous êtes un peu plus au courant de ce métier, de ce qu'il faut faire, du parcours, des côtés positifs, des côtés négatifs. Donc, merci beaucoup à toi, Camille, pour avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Merci beaucoup, Maëlys, qui nous a aidé justement en modération à bien tout répéter, tout refamiliariser comme terme. Donc voilà, merci à vous aussi de nous avoir suivis, de nous avoir bien écoutés. On espère que vous avez appris tout plein de choses. N'hésitez pas à aller sur le site de MyFuture si vous voulez vous inscrire pour d'autres lives qui auront lieu plus tard. Voilà, ou voir des replays si vous avez envie de découvrir d'autres métiers sur des vidéos qu'on a déjà faites dans le passé. On va vous souhaiter une très bonne fin d'après-midi, un très bon jeudi. Comme j'ai dit au tout début, c'est bientôt le week-end. Et Camille, à tout bientôt. Très bonne journée également à toi aussi.